Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Tous et toutes la bienvenue. Monsieur Boubacar Jamé ne sera pas présent parmi nous, tout simplement parce qu'il s'est engagé sur un travail au niveau terrain. Zineb, elle est là. Parmi nous aussi, monsieur Michel Rouillet, candidat divers au niveau de la 7e circonscription. 6e. Désolé, 6e circonscription. Camarade Khaled Zro, président de l'association Les Amis du Vin en Europe. Et membre fondatrice de l'association. Edgar Morin disait on va dans le mur sauf improbable, mais heureusement dans l'histoire il y a eu beaucoup d'improbables. Des événements qu'on cite souvent quand on parle d'improbable, c'est le printemps arabe. Beaucoup de gens disent mais pour quel résultat? Mais ça va être le débat, hein, je pense. Alors il y a quand même un grand homme, c'est Stéphane Hessel. Donc je vais commencer par lui. Hein. Aussi appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance. Toute une logique globale de privatisation du savoir, les Québécois répondent par une globalisation de la protestation et en créant une crise politique sans précédent au Québec. De l'autre côté, comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça le printemps d'érable. Bien sûr qu'ils se révoltent lorsqu'on leur annonce comme une évidence que leurs frais de scolarité vont tellement augmenter que le savoir sera synonyme d'endettement ou d'élitisme. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de culture au pays. Quand on a la jeunesse dans la rue, on a toujours perdu quand on gouverne. Toujours. En Grèce, pareil, les indignés, vous... de Stéphane Hessel, c'est en toile de fond les mouvements populaires. Les Grecs résistent à l'Europe de Merkel, une Europe d'austérité et surtout de punition. Les écologistes, eux aussi indignés, pensent que la solution doit rester européenne, loin des replis nationalistes et des stéréotypes culturels qui opposent la rigueur du Nord aux soi-disant cigales du Sud. Nous, les Verts, on parle toujours d'urgence environnementale. Et on se rend compte que l'urgence environnementale ne peut pas fonctionner sans une urgence démocratique. Dans lequel elle prend en compte, de toute façon, si une partie de l'Europe s'écroule comme la Grèce, c'est toute l'Europe qui risque de s'écrouler. Donc il faut tirer leçon absolument du message des printemps arabes. Partout les jeunes, c'est l'avantage de vos pays, c'est que c'est la jeunesse qui est en grand nombre, qui est forte, Espagne notamment. Et vous avez formé des réseaux en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Yémen, sans oublier la Libye et la Syrie pour renverser les dictatures. La parole à des personnes qui ont participé à ce printemps arabe et qui sont là ce soir pour nous faire partager leur implication, leur vision de l'indignation, aussi leur volonté de lutter contre la restriction des libertés au Maroc. Bon, tout d'abord, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver dans la grande famille des militants, vraiment. Donc, je m'appelle Zineb El Razoui, je suis journaliste marocaine. Je vivais au Maroc jusqu'à juillet dernier. Et ensuite, j'ai dû m'exiler en Slovénie pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Donc, globalement, le Maroc, dans l'année 2009 et 2010, a connu un deuil, un génocide de la presse indépendante. Aujourd'hui, la presse indépendante au Maroc n'existe plus. Donc au Maroc, on n'est pas comme en Tunisie. On n'a pas eu un blogging qui a enfanté d'une presse. Nous, c'est la presse indépendante qui a enfanté des blogs. D'ailleurs, la plupart des blogueurs marocains sont des journalistes professionnels. Et pour certains, ils ont 15 ans de métier. Je conclurai sur ce volet de la presse en parlant de la presse française qui couvre le Maroc. Ce n'est pas beaucoup mieux. Hein. Je donnerai un exemple. En tant que... Voilà, parce que quand on vient se poser la question pourquoi il y a cette situation en France, parce que le Maroc,
c'est le précaré du CAC 40, parce que dans la tribu Paris-Marrakech, parmi les gens qui ont des riads luxueux à Marrakech, on retrouve aussi des patrons de presse français, parce qu'ils sont dans des groupes qui ont des intérêts économiques au Maroc, et parce que le Maroc a été décolonisé, mais il n'a jamais eu une véritable indépendance économique par rapport à la France. Aujourd'hui, le Maroc, on est en train de vivre une situation très similaire à ce qui se passait dans les années 80. Tout le monde le sait, les caisses de l'État sont vides. Dans les années 80, pendant que le Maroc a été épinglé par le FMI, tout le monde connaît l'histoire, ajustement structurel, etc. Hassan II, pendant ce temps-là, était en train de construire la mosquée de Casablanca. Hassan II. Aujourd'hui, Mohamed VI est en train de faire le TGV, on a eu Morocco Mall, et toutes les dépenses de prestige que cette monarchie est en train de faire avec la complicité de la France. Nous risquons donc d'avoir de plus en plus de situations comme celle de Tzaza. Tzaza qui était en situation d'insurrection très récemment pendant 2 mois. Qui a encadré Tzaza politiquement? Personne. Tzaza, ce n'est pas le 20 février. Et ce n'est aucun parti politique. C'est une insurrection spontanée. D'ailleurs, à ce titre, pour conclure sur l'encadrement, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, parce que j'ai envie d'écouter aussi ce que tu as à dire. Pour conclure, personne n'a encadré Tzaza, personne n'encadre d'autres personnes qu'on voit par exemple dans les manifs. La dernière manifestation à laquelle l'USFP a appelé à Casa, ils n'ont pas pu l'encadrer. On a entendu des slogans « Ash-Sha'b yurid isqat Nedam ». Le peuple veut la chute du régime. Aujourd'hui, le mouvement du 20 février ne brandit pas cette revendication. Il brandit la revendication de la monarchie parlementaire. Alors, la monarchie parlementaire, tout le monde l'a demandé il y a 1 an. Le roi a dit non, vous ne l'aurez pas, mais il n'y a pas. Voilà, c'est non. Donc on fait quoi? On lui dit non, on la veut quand même, il ne veut pas. Bon, il n'a pas envie, il ne l'acceptera jamais, parce que monarchie parlementaire, ça veut dire pour Mohamed VI d'être soumis au contrôle financier du Parlement marocain. C'est l'on de Dieu sur terre, il est déifié. Nous sommes un pays, un peuple, des institutions, une économie entière au service d'une seule personne. Il faut que nous, démocrates, affrontions cette réalité. Et aujourd'hui, nous sommes divisés. Nous sommes divisés entre le PSU qui dit non, non, l'INA, la monarchie parlementaire. Bon, soyons pragmatiques. Est-ce que ce régime est réformable? Ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je dirais mon opinion personnelle, parce que je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Mon opinion personnelle, c'est que cette monarchie n'est pas réformable, que ce n'est pas possible, qu'elle est allée trop loin. Mohamed VI, aujourd'hui, est plus riche que l'émir du Qatar. Il est 7e dans le classement Forbes des monarchies dans le monde. Il est plus riche que la reine d'Angleterre. Il est classé immédiatement après les monarchies pétrolières du Golfe. Mais le calcul qu'il faut faire, c'est pas ça. Le calcul qu'il faut faire, c'est ramener sa fortune au PIB de ces pays-là et au PIB du Maroc. Et là, on le retrouve nous, je pense, et ça c'est vraiment ma conclusion, je pense que nous, en tant que démocrates, il faudrait que nous amorcions psychologiquement et aussi dans nos discussions, dans nos réunions, il faut que nous amorcions l'idée d'accueillir dans l'avenir, peut-être de notre vivant, peut-être pour nos enfants, une république marocaine. Parce que ça sera la seule solution démocratique pour ce pays. Il n'y aura pas de démocratie sous une monarchie de droit divin. D'accord? Je pense que la chose à laquelle nous devons tenir dans le futur, c'est d'abord, quelle que soit l'idéologie qui viendra après ou pas, quelle que soit la situation qui viendra après, le plus important pour nous Marocains, c'est de sanctuariser les droits de l'homme. C'est par là que nous avons souffert. Et c'est la première chose à laquelle nous devons penser le jour où ce régime chutera, parce qu'il chutera. Nous devons sanctuariser les droits de l'homme dans leur acception universelle, sanctuariser l'égalité entre tout le monde, entre les hommes et les femmes, entre tous les citoyens, inscrire une citoyenneté, inscrire une véritable liberté, une liberté totale dans son acception universelle, et ensuite le jeu politique, ensuite les composantes politiques de la société marocaine feront leur travail, mais il faut absolument sanctuariser les droits de l'homme. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à Kamra Khalid Darro, je vous informe tout simplement la présence d'une autre voix du Maroc, la voix républicaine. C'est la même voix. Non, officiellement on va dire, il y a un ami militant du mouvement républicain marocain qui se rejoint à la conférence. Il interviendra également plus tard. Le Maroc n'a pas échappé à ce raz-de-marée malgré la propagande du Merzem.
pour vendre au peuple et à l'opinion mondiale une exception marocaine. Il n'y a pas eu d'exception puisque dès le 20 février 2011, les jeunes et moins jeunes sont descendus réclamer par la rue ce que la monarchie leur refuse par les institutions, en même temps qu'elle refuse d'évoluer vers une véritable monarchie parlementaire. Parmi les diverses promesses du nouveau monarque, la transparence économique, mais la réalité dément, chiffre à l'appui, cette illusion. À la différence d'autres dictatures, la monarchie marocaine a su imposer son agenda de réformes octroyées, qui va du changement de la Constitution à l'instauration d'un nouveau gouvernement. Ces changements trompe-l'œil n'avaient pour objectif que de maquiller la dictature et décorer la façade démocratique pour donner une image moderne de la monarchie à l'extérieur et de procurer un appui de la part de l'impérialisme. La situation sociale et économique du pays reste désastreuse. Nous assistons à de graves atteintes aux droits et libertés. Des violences au Maroc qui rappellent les années de plomb que les Marocains ont subies sous le règne du dictateur Hassan II. Dans ce cadre, les Amis du mouvement 20 février en Europe, que j'ai l'honneur de présider, constituent une énergie nouvelle pour soutenir les revendications légitimes du peuple marocain et nous appelons l'opinion publique et l'ensemble des forces démocratiques à se joindre à nous et soutenir notre peuple pour dénoncer la politique répressive du pouvoir marocain, pour alerter l'opinion publique et internationale, et particulièrement française, sur les abus du pouvoir marocain contre les libertés fondamentales et les droits humains au Maroc, pour exiger avec nous la libération de tous les détenus politiques au Maroc, dont les détenus du mouvement du 20 février. 2-5 minutes, tout simplement pour apporter un éclaircissement pourquoi l'initiative des Amis du 20 février en Europe. Nous sommes tous présents ici, les Marocains la plupart qui sont là, on s'est déjà rencontrés pendant les manifs du mouvement février à Paris, depuis son lancement, depuis 2011. Donc au bout d'une dizaine de manifs, d'une vingtaine de réunions et des centaines de mobilisations, le mouvement au Maroc, vous le constatez tous, est essoufflé. La question qui s'impose pour nous, ici au niveau de l'Europe, c'est comment nous, Marocains d'ici, pouvons soutenir ce mouvement. Est-ce que nous le considérons en tant que 20 févristes dans le mouvement alors qu'on se trouve à des kilomètres de la scène, ou tout simplement se mettre dans une logique de soutien, mais un soutien pour la démocratie et par la démocratie, mais pas pour récupérer le mouvement à des fins électoralistes ou politiciennes. Donc le débat s'est déclenché et la plupart des visages que je vois ici qui viennent de Maroc et qui étaient présents au niveau de la coordination de Paris ou le mouvement de février à Paris, on avait débattu de ça et surtout de l'avenir du mouvement. Une dizaine de camarades qui sont participés au débat, ils ont décidé, vu la réalité quand même politique en France et la réalité juridique, à savoir qu'on est loin du Maroc et que si au niveau de l'Europe, on a besoin de se structurer, de créer une structure juridiquement défendable et surtout pouvoir se donner les moyens d'apporter cet appui à un peuple, un parmi les peuples indignés, à savoir le peuple marocain. Contrairement à ce que on puisse dire sur le mouvement de février, le mouvement de février n'est pas né en 2011 ou suite à la provocation des révolutions dans le monde arabe ou au niveau de la Tunisie, mais c'est une continuité d'un mouvement social qui est né depuis longtemps.